Salut, salut! Me voici de retour. J'espère que tu vas bien et surtout que tu as passé un super solstice d'été ce 21 juin. Donc, nous allons partir maintenant sur ce nouvel épisode spécial. Pourquoi spécial? Parce que j'ai eu une synchronicité. Bon, ce sera pour la partie 2 et fin, la réelle synchronicité. Donc, ici, la partie 1, les vortex vivants. Allez, c'est parti, mon kiki. Tout d'abord, je te présente succinctement 3 vortex principaux dans le monde qui sont des lieux de contact, de transformation et de passage. Le premier, Sedona, en Arizona, est un portail interdimensionnel. C'est le vortex du feu intérieur. Le second, le Mont Saint-Michel, en France, c'est chez nous les amis, il est chez nous celui-là. C'est un axe tellurique puissant. C'est le sanctuaire entre deux mondes. Et le troisième, Glastonbury en Angleterre et la brume d'Avalon. Sedona, comme tu peux le voir sur la carte, se situe au nord de l'Arizona, en dessous de Las Vegas, par là-bas, au cœur d'un désert escarpé entouré de buttes rouges, de formations rocheuses spectaculaires et de forêts de genévriers. Ce n'est pas juste une ville, c'est un sanctuaire à ciel ouvert. Ici, la roche semble chanter, l'air pulse d'un souffle ancien et la lumière colore les consciences autant que les falaises. Sedona est célèbre justement pour ses vortex énergétiques, des zones où l'énergie terrestre spirale vers le haut ou le bas, créant des effets puissants sur le corps et l'esprit. Il existe 4 vortex principaux, mais en fait il en existe bien d'autres en réalité. Voici les 4. Airport Mesa, Cathedral Rock, Bell Rock et Boynton Canyon. Ces vortex peuvent être ressentis dans ton corps, à travers des frissons, des vertiges, des montées d'énergie et parfois même des larmes sans raison apparente. C'est une terre ancestrale Hopi et Yavapai Apache, considérée comme sacrée depuis des millénaires. Les formations géologiques, roches rouges à haute teneur en fer, agissent comme amplificateurs électromagnétiques. C'est un lieu de contact interdimensionnel. Selon de nombreux témoins, ils auraient pu voir des orbes, des vaisseaux, entendre des voix, capter des présences. Elle est située sur plusieurs lignes telluriques majeures, en croisement, ce qui crée des zones de vortex denses. Certains disent que Sedona est une porte d'accès vers la 5e dimension, je ne sais pas. Une faille temporelle ou une ancienne cité éthérique, aujourd'hui partiellement visible. On ne va pas à Sedona comme touriste. On y va comme pèlerin et on en revient transformé. Beaucoup y vivent des expériences spirituelles spontanées, des visions, des rêves lucides, des rencontres. D'autres y reçoivent des enseignements intérieurs ou des activations énergétiques. Par contre, certains tombent malades, se sentent rejetés ou secoués. Disons que le lieu trie vibratoirement. Il y a une vraie intelligence du lieu, une conscience terrestre qui réagit à chaque visiteur. Il est des lieux qui t'appellent sans raison. Sedona est de ceux-là. Là où le feu de la roche épouse le souffle du ciel, là où les anciens déposaient leurs chants, une porte vibre encore. Non pas pour t'impressionner, mais pour te révéler. Sedona, le vortex rouge
est un miroir vivant. Bon, comme nous le savons tous, le Mont Saint-Michel est situé en Normandie, sur une île rocheuse entourée de sable mouvant et de marées spectaculaires. Il est plus qu'un chef-d'œuvre architectural, c'est un point d'ancrage entre les mondes. Il se dresse tel un phare sacré, érigé sur un nœud tellurique majeur, une ligne d'énergie solaire, la fameuse ligne Saint-Michel que nous avons vue dans l'épisode précédent sur les lignes telluriques, et un carrefour vibratoire lié au Verbe, à la lumière et à la volonté divine. Si c'est pas majestueux tout ça. Cette ligne tellurique, droite comme une épée, traverse Scaling Michael en Irlande, St. Michael's Mount en Angleterre, le mont Saint-Michel en Normandie donc, et va jusqu'au mont Gargano en Italie, puis passe par le monastère de Symi en Grèce, puis va jusqu'au mont Carmel à Israël. Cette ligne relie des sanctuaires dédiés à l'archange Michel, protecteur, guide, gardien du seuil, entre autres. Cette ligne porte une fréquence de purification, de discernement, de passage. Elle est souvent ressentie comme verticale, tranchante, redressante. Le mont Saint-Michel est posé sur un rocher granitique à haute fréquence vibratoire, dans une zone de marée extrême où l'eau crée une respiration planétaire. Il est isolé à marée haute et relié à marée basse, un symbole de passage entre deux mondes. Ce lieu est à la fois chakra de la gorge de la ligne Saint-Michel, expression du verbe sacré, et un portail de communication entre terre, mer et ciel. N'empêche que tout au mont est symbolique. La montée vers l'abbaye est une élévation intérieure. Les escaliers en spirale évoquent la montée de l'énergie. Le cloître suspendu ouvre une porte dans l'invisible. Et l'archange, au sommet, brandit l'épée de vérité. C'est une structure initiatique déguisée en monastère. Là-bas, tu peux y ressentir une pression subtile sur le crâne, une sensation de vide suspendu, une clarté mentale tranchante, souvent après la visite, et parfois une fatigue intense. C'est une purification à l'œuvre. Le mot n'est pas sympa. Il est révélateur, alchimique, royal. Il agit sur le champ de la volonté, du verbe juste, de la colonne intérieure. Entre les marais et les cieux, une arche de pierre dresse son champ. Le mont Saint-Michel n'est pas un lieu, c'est un seuil, un pont entre les plans, un appel à redevenir vertical. Là où l'épée de lumière coupe le brouillard, commence le royaume du soi. En l'an 708, l'évêque d'Avranches, Aubert, est un homme pieux, mais pragmatique. C'est un érudit, respecté, un peu cartésien sur les bords pour l'époque. Et voilà qu'une nuit, il fait un rêve étrange. L'archange Michel lui apparaît en majesté, auréolé de lumière, et lui intime de construire un sanctuaire sur le mont Tombe, ce rocher isolé battu par les marées dans la baie de ce qu'on appelle aujourd'hui le mont Saint-Michel. Aubert se réveille, un peu troublé. Il doute. Était-ce un rêve ordinaire ou un message divin? Deuxième nuit, même apparition, même ordre. Il commence à se dire qu'il y a peut-être anguille céleste sous roche. Mais ce n'est qu'à la troisième nuit, selon la légende, que Saint-Michel aurait touché la tête d'Aubert avec son doigt flamboyant,
lui laissant une ouverture dans le crâne, un trou bien réel qu'on montre encore aujourd'hui dans le crâne conservé à Avranches, au trésor de la basilique Saint-Gervais. À partir de là, le message est clair. L'ordre vient d'en haut et Aubert obéit. Et ce sera une fondation sacrée pour le coup. Il fait bâtir un petit oratoire au sommet du mont Tombe dédié à l'archange Michael, chef des armées célestes, celui qui terrasse le dragon. Autrement dit, le gardien du seuil entre le monde matériel et le monde subtil. Ce sanctuaire primitif sera la première graine du mont Saint-Michel, qui deviendra au fil des siècles un des plus grands centres spirituels, ésotériques et énergétiques d'Europe. Voyons maintenant la version de Rabelais et ses deux géants. Selon cette tradition populaire revisitée, donc avec des relents de folklore local et un style rabelaisien, voici ce qui se raconte. Gargamel et Grand Gousier, lors d'un de leurs périples en Orient, auraient chacun ramené un énorme rocher en guise de souvenir. Non mais pas des babioles, non, mais carrément des cailloux géants. Le genre de cadeau qu'on pose pas sur la cheminée, mais plutôt sur un continent, tu vois. De retour en Normandie, donc, les deux colosses, fatigués, se disputent sur qui a le plus beau caillou. L'un dit « Regarde, le mien, il scintille comme la lune !» Et l'autre lui réplique « Ah oui, eh bien le mien, il vibre comme un tambour sacré !» Bref, chacun veut poser son rocher dans la baie. Alors, dans un élan de couple fusionnel mais compétitif, ils jettent chacun leur pierre en plein milieu de la mer, là où les courants s'entrelacent. De la pierre de Gargamel naîtra le mont Saint-Michel, dressé, solaire, conquérant. Et de la pierre de Grand Gousier, plus discrète, mais non moins vibrante, naît Tomblaine, plus féminine, plus lunaire dans l'énergie. Et si on y regarde de plus près, cette légende pourrait bien évoquer deux principes fondateurs, le masculin et le féminin, le soleil et la lune, qui s'unissent pour façonner un axe tellurico-céleste dans la baie. Le voyage en Orient évoque des savoirs anciens, des reliques sacrées, voire des pierres de pouvoir venues d'au-delà des mers. La dualité Saint-Michel-Tomblaine devient une grille énergétique complémentaire, un yin et yang, une force et réceptivité. Je vais te lire Patoche, un bouquin que j'ai chez moi. Saint-Michel combat l'orgueil et la vanité du dragon. Il est gardien de la voie du milieu, brillant comme le soleil. Saint-Michel et son épée flamboyante représentent le feu d'en haut, celui qui jaillit de la source. Il a pouvoir de rectification. Le gardien de la voie du milieu pèse nos âmes. Le dragon, lui aussi, possède cette lumière, mais elle est occultée par sa peau, son ego, ses émotions. Aveuglé par son extérieur, son apparence, il en a oublié son intérieur, son cœur. Saint-Michel propose au dragon de percer cette peau, car lui aussi doit faire un effort. Ce n'est pas tant d'avoir la lumière, il faut aussi pardonner aux ténèbres. Deux choix s'offrent à lui. Il accepte. Alors le feu d'en haut rejoint le feu d'en bas. Le dragon est libéré de ce monde. Il accepte la mort des apparences. Il est comme le petit prince qui accepte d'abandonner son corps pour rejoindre son étoile. De plus, Saint-Michel aussi est libre. Il n'a plus de prisonnier à garder. La création est terminée. L'unité règne de nouveau. Il refuse. Égaré par l'illusion, il subit la pression de la lumière. Au lieu de se libérer, il est terrassé. Rampant de nouveau dans des régions obscures, il attend de nouveau la confrontation avec l'archange. Comme le dragon, nous avons le choix. Glastonbury est situé dans le Somerset, au sud-ouest de l'Angleterre. C'est une petite ville qui semble hors du temps. Ici se mêlent tradition celtique, mysticisme chrétien, énergie mariale et féerique et légende arthurienne. C'est un lieu multicouche où chaque pas résonne comme un tambour dans l'invisible.
Glastonbury est traversé par deux lignes telluriques principales. La ligne Saint-Michel, masculine solaire, et la ligne Marie, féminine lunaire. Ces deux lignes se croisent et s'entrelacent comme deux serpents sur le Chalice Hill, la colline du Graal, le Thor, la colline sacrée surmontée d'une tour, et les alentours immédiats. Ce croisement énergétique fait de Glastonbury un chakra-cœur de la planète, là où les polarités s'équilibrent. La légende raconte que Joseph d'Arimathie serait venu y cacher le Saint Graal dans le Chalice Well. La source aurait aujourd'hui encore des vertus curatives. Marie-Madeleine, Isis ou la déesse mère, y serait honorée à travers différentes traditions, et Glastonbury serait la porte d'entrée vers Avalon, l'île brumeuse du monde invisible. Beaucoup de visiteurs disent sentir un voile très fin entre les mondes. Les visions, messages et guérisons y sont fréquents. Le Thor, colline dominant la plaine, est un vortex puissant. Elle aurait été une ancienne ziggoura celtique. Le lieu est creusé de galeries souterraines, jamais entièrement explorées. L'énergie est en spirale ascendante, propice à la montée de Kundalini ou à l'ancrage de haute fréquence. Ceux qui y montent parlent d'un effet colonne vertébrale, comme si on se redressait de l'intérieur. À Glastonbury, les cœurs s'ouvrent, les blessures remontent, les polarités s'ajustent. Mais attention, le cœur n'est pas gnangnan, il est lucide, profond, tranchant parfois. Glastonbury révèle la vérité du cœur, pas les fantasmes du mental. Glastonbury n'est pas un lieu, c'est un battement. Là où l'ancien et le futur se rejoignent, là où les dragons dansent avec les déesses, là où le cœur terrestre t'appelle à écouter le tien. Tu ne visiteras pas Glastonbury, tu t'en souviendras.